Bon. Bonsoir. On est prêt à commencer si vous êtes chaud. Bienvenue aux nouvelles classes et bienvenue aux anciens qui sont venus déjà au meet-up précédent chez Watt Interactive il y a quelques semaines. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un deuxième meet-up et de se dire qu'on va essayer d'avoir un rythme d'un meet-up par mois, en général vers la fin du mois, troisième semaine. Et du coup, voilà, donc on est chez Weekendas, donc on est un peu à la maison là, ce soir. Bienvenue chez nous. Weekendas, c'est quoi? C'est une agence de voyage en ligne, du coup, qui vend des week-ends packagés, donc hôtels et activités. Et on recrute des développeurs Java, React, et notre troisième poste, à Barcelone, néanmoins. Donc, si vous voulez changer de vie, c'est le moment. Ok, donc du coup, Design System France, c'est quoi? Du coup, des événements comme ce soir. Donc du coup, des rencontres pour du coup tisser un lien dans la communauté des builders de Design System en France. Il y a 3 semaines, on a fait un workshop. Du coup, on s'est un peu tous mélangés pour échanger nos idées, etc. Des talks un peu comme ce soir en mode conférence, en essayant d'aller cibler des sujets un peu plus pointus que juste des introductions en fait au Design System. Je pense qu'on a un peu envie de tout ça aujourd'hui. On a tous envie de ça aujourd'hui, d'aller plus loin que juste qu'est-ce que c'est qu'un Design System. C'est comment vraiment on le met en place, à quelles problématiques on répond, quels sont les outils qu'on va utiliser, etc. Donc, si vous avez envie de speaker, si vous avez un truc extraordinaire à partager, venez nous voir à la fin du talk et du coup, parlons-en. On a sûrement, même si on a un état assez système, des problématiques sur lesquelles on bute tous chacun, qu'on partage, et comment du coup on hack ça, avec quels outils, avec quelles méthodes. C'est ça qui va nous permettre à nous tous du coup d'avancer plus vite sur ce sujet, et ça sera super cool. Donc Meetup, c'est un groupe, c'est une communauté, donc ouvert à toutes sortes de profils. En fait, on est un peu tous concernés par les design systems quand on bosse dans le digital. Donc invitez vos collègues, PM, designer, content manager, etc. Tout le monde est le bienvenu et la bienvenue. Voilà, donc pour ce soir, on commence là du coup avec cette petite intro. On va rentrer dans le vif du sujet sur la récite de ce qu'on a pu apprendre, observer du coup à Londres pendant la conf il y a quelques semaines. Après ça, libre pour l'échange et le débat sur des choses que vous n'avez pas forcément bien compris, qu'on n'a pas forcément bien transmis, sur des choses qui ont été partagées avec vous. Et puis après, petit apéro et les pizzas arriveront. Le sujet ce soir, c'est cette fameuse conférence qui a eu lieu il y a quelques semaines à Londres. Merci beaucoup. Et donc, du coup, je suis accompagnée sur scène par Maxime et Jules qui vont pouvoir se présenter. Moi, c'est Jules Mahé et je suis lead UI chez Wakilit, une agence digitale. Moi, du coup, c'est Maxime et je suis front-end développeur donc chez Weekendas, donc je travaille avec Marie-Aline et elle m'a embarqué sur les sujets du design system qui est très intéressant. Et donc, je suis product designer ici chez Weekendas et on travaille du coup avec Maxime sur du coup la nouvelle expérience Weekendas, donc ce que vous ne voyez pas encore, mais qui arrivera très bientôt. Merci. Ok, donc du coup, c'est un peu, pas très bien. Donc en fait, qu'est-ce que c'est donc Design System London? C'est une conf, la deuxième conf européenne dédiée au design system. Après celle d'Helsinki qui a eu lieu en juin, je crois, de cette année, un peu plus tôt dans l'année. Donc c'est 2 jours. Première journée le jeudi des workshops. Donc c'était une journée de workshop. Il y avait 4 au choix. Et du coup, le vendredi, donc une journée de conférence avec des talks de 20 à 30 minutes sans questions. Mais les speakers étaient hyper accessibles dans la salle. On était à peu près 200 profils mélangés, designers, développeurs. D'ailleurs, speaker à parité, c'est-à-dire qu'il y avait 7 femmes, 7 hommes. Je tiens à le souligner parce que c'est pas forcément évident de voir ça dans le milieu de la tech et je trouve ça hyper cool. Quoi d'autre? Voilà, c'était à Londres, c'était cool. Alors oui, par contre, la bouffe, c'était pas terrible. Et il n'y avait pas de dessert, donc on était un peu triste. Ouais, j'aime bien ça aussi. Et donc juste, on n'en parle pas souvent en fait, mais qu'est-ce que ça coûte d'aller faire une conf à l'étranger ou même en France? On n'a pas forcément tous accès à ce genre d'événement. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager ça. Grosso modo, donc pour 2 avec Maxime, il y en a pour 1500 € de frais. Donc 750 € par personne pour 2 jours. En réalité, en fait, ça s'approche beaucoup de ce que pourrait être le coût d'une formation ici à Paris en réel, on va dire.
et il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, et vraiment, les speakers étaient accessibles. Il y avait Diana Boccoli, je sais plus comment, de Gittel. Il y avait Gina Han, du coup, présentée comme la grande grand-mère des design systems qui bossait chez Salesforce à l'époque. Voilà, ces gens-là étaient accessibles, et on pourrait presque dire que ça n'a pas pris d'aller discuter avec eux. Donc voilà, donc du coup, on a isolé quelques sujets pour que ce soit quelque chose que vous puissiez absorber facilement, et idéalement pouvoir convertir ça dès demain au boulot. Donc évidemment, on a parlé de design system. Ouais, ça marche pas. Oh, si, ça marche. Bon, et du coup, ce super schéma est arrivé assez rapidement dans la journée pour dire, hé les gars, un design system, en fait, c'est pas qu'un UIKit, c'est pas juste une bibliothèque de composants Sketch, c'est pas juste un storybook sur React. Non, c'est bien plus large que ça. Et ça englobe plein de choses, et ça touche beaucoup de profils dans une boîte. Et du coup, je vous le partage en cours. Ça vient en post de Nodeweb. Et ça peut être hyper cool de montrer ça justement à ces stakeholders en disant bon bah voilà, on s'engage vers quelque chose, ça représente ça un design system, on s'engage vers ça, et on voit bien que c'est vaste, et qu'effectivement c'est un vrai sujet en fait. Donc voilà, complètement accessible du coup en ligne. Et voilà, donc c'est une belle représentation de ce que c'est, et on voit l'imbrication en fait des sujets les uns entre les autres. Et du coup, donc, c'est fait par des humains, et transition a lieu sur l'aspect humain dans un design system. C'est vrai qu'en fait, quand on parle des design systems, on parle beaucoup d'outils, de process et de plein d'autres choses, mais en fait, faut pas perdre de vue que les design systems, c'est avant tout des humains, et cette conférence, en fait, ça met bien l'accent sur ça pour rappeler que l'humain, il intervient à plusieurs étapes du design system, et en fait, sans lui, en fait, en deux phases, il y a à la fois ce qu'on applique un peu à nos propres clients ou à soi-même, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'un design system c'est fait pour des humains, et donc il faut les considérer comme des utilisateurs, et il faut adapter en fait la construction de ce design system par rapport à cette cible. Donc il faut se poser les bonnes questions de comment va être utilisé le design system. Est-ce que c'est directement en interne pour vous parce que vous êtes un produit? Est-ce que c'est pour un de vos clients, et du coup, comment le client va l'utiliser? Est-ce que ça va être diffusé à des prestats, à des freelances, etc., etc. Donc, adapter les outils et les process en fonction de vos besoins. Et il y a un bon exemple là-dessus. Ouais. C'était une présentation par les designers de Deliveroo qui nous expliquaient que eux, en fait, ça c'est leur schéma de comment ils font. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en discutant avec leurs designers, en fait, ils étaient tous sur Sketch il y a encore quelques mois, et en fait, ils ont décidé complètement tout basculer l'humain. Et la conclusion en fait de ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas un outil, il n'y a pas un process qui est parfait, et que en fait, c'est à vous de trouver en fait le meilleur outil, le meilleur process par rapport en fait à votre cible, par rapport à vos besoins, à votre contexte, etc. Et je pense que dans l'exemple de Deliveroo, ça marchait très bien pour eux d'être sur Figma parce qu'ils avaient leurs propres raisons, mais surtout ça marchait que chez Deliveroo, ou du moins que sur, on va dire peut-être une approche produit, parce qu'ils ont leur équipe de designers en interne, et donc ils contrôlent en fait leur produit, le truc ne va pas sortir, donc ça a plus de sens pour eux, mais ça n'a pas forcément plus de sens pour vous ou pour un autre en fait. Ouais, merci. L'autre point de l'aspect humain dans le design system, c'est que c'est fait donc pour des humains, mais c'est fait aussi par des humains. Et c'est tous ces gens en fait qui sont derrière les systèmes qui font vraiment la force. Et vous aurez beau faire en fait les meilleurs process et le meilleur fichier sketch ou autre possible, en fait, rien ne remplacera en fait la correspondance avec un humain, le support avec un humain, etc. Ce qui revenait assez souvent, c'était qu'il fallait au minimum un développeur et un designer à temps plein pour pouvoir bâtir un design system. Et que c'était vraiment le strict minimum, et que plus, c'est encore mieux. Notamment parce qu'il y a la construction du design system à prendre en compte, mais aussi tout ce qui va être derrière entre la maintenance et son support, et encore plein d'autres choses qu'on ne prévoit pas forcément. Quand on parle d'équipe, c'est pas juste l'équipe qui construit le design system, mais c'est, on va dire, comment réussir à créer une famille autour de ce design system. Et c'est pour ça que, avec le schéma tout à l'heure, ça confirme ce point en disant qu'il faut réussir à embarquer avec vous la com, les PO,
la direction, tous les gens en fait qui vont être concernés de près ou de loin à ce design system, mais surtout qui vont se l'approprier et être embarqués avec vous. C'est tout. Oui. Ouais. Et surtout, il faut, pour dire que quand ces personnes, c'est comme vous gériez une entreprise ou un produit, et que à terme, je pense que l'équipe, en fait, elle est constituée aujourd'hui comme un designer, un développeur, mais si c'est géré vraiment comme une approche produit, peut-être que ça sera vraiment avec plus de personnes et donc plus de rôles définis sur le fait qu'il y aura peut-être un garant du design system, un qui s'occupe de la communication sur le design system, un autre qui s'occupe des bugs, etc. Donc, comme Jules l'a dit, le design system, c'est un produit à part entière et qui vit en parallèle du ou des produits développés par l'entreprise. Donc, il est là pour répondre à certaines problématiques, tout comme un produit. Et faut pas oublier que l'utilisateur reste au centre de la démarche. Et donc, comme tout produit, le design system se compose de features qui seront des roadmaps. Donc, avoir une vision plus ou moins long terme, faut toujours avoir en tête là où on veut aller et procéder par étapes. Ne pas oublier l'aspect maintenance, parce qu'on va pas forcément faire quelque chose de parfait du premier coup. Composer donc aussi de process, que ce soit des process d'utilisation ou de contribution, d'outils. Un point très important qui sera développé un peu plus tard, la documentation, et ne pas oublier non plus le support, toujours être disponible pour les utilisateurs du design system, puisque on n'aura pas forcément bien fait la documentation, ils auront peut-être des besoins à nous remonter auxquels il faudra qu'on réponde. Le processus pour établir un design system, donc si le produit existe déjà, on va commencer par faire un inventaire des différents composants en place, les grouper par leurs fonctions et leur utilité et identifier ce qui peut être factorisé, parce qu'on peut facilement se retrouver avec 15 types de boutons, 15 types d'input formulaire ou des choses comme ça. Et ensuite, on commence par un petit groupe de composants, donc par exemple les boutons ou les inputs. On fait un cycle d'itération comme tout produit pour le développer, donc en paire avec designer et développeur, et on fait une première release. Et le point le plus important après, c'est la communication. Pas oublier non plus donc de bien communiquer au sein des équipes qui vont être consommatrices du design system pour leur dire ce qu'on a fait, pourquoi, comment et comment utiliser. Ne pas oublier ensuite de collecter les retours, puisque comme ce sera la première itération et la première version, il y aura sûrement des choses à adapter, que ce soit au niveau des process de collaboration, que ce soit au niveau des composants en eux-mêmes, de la méthode de la méthode pour laquelle on délivre, par laquelle on délivre le design system. Et donc collecter les feedbacks, s'adapter, ajouter potentiellement de nouveaux composants, et ensuite itérer comme ça de façon régulière. Et ne pas oublier qu'il faut mettre uniquement l'essentiel dans le design system et toujours se poser la question de l'utilité et du pourquoi on a besoin de ce composant. Est-ce que ça va être quelque chose de spécifique, auquel cas ça n'a pas forcément besoin d'être dans le design system. Si au contraire ça va être quelque chose qui sera utilisé un peu partout, là ça a toute sa place dans le design system. Et réfléchir à est-ce que on n'a pas déjà un composant ou une manière de répondre à cette problématique dans le design system déjà en place. Autre point très important, la flexibilité. Donc il n'y a pas de règle magique. Chaque design system est unique et donc plus ou moins flexible. C'est pas parce qu'on associe un design system à l'industrialisation du design que tous les design systems doivent se ressembler. En fonction des besoins, donc il faut exprimer par l'entreprise et positionner cette échelle de flexibilité justement. Et donc l'exemple qu'on a eu lors de la conférence, c'était Shopify et Atlassian. Shopify a une seule plateforme, un seul produit. Ils veulent que les add-ons développés par les développeurs tiers aient la même interface, s'intègrent parfaitement dans l'interface du produit.
Donc, ils peuvent se permettre d'avoir des recommandations très strictes. Au contraire, Atlassian, qui a une multitude de produits sur le marché, avec les rachats récents, veulent uniformiser l'expérience, mais n'ont pas encore la main sur toutes les parties de tous les produits. Donc, ils vont avoir des recommandations plus souples et des jeux de couleurs différents en fonction des produits. Et du coup, par contre, il y a des pour et des contre pour chaque solution. Quand on va très vite, on peut du coup on peut s'assurer d'une consistance et de ce qu'on va produire. Par contre, faut faire attention à pas ce que ce soit trop, à ce que ça ne se soit pas trop rigide et trop restrictif. Alors que si on est beaucoup plus souple, on pourra s'adapter facilement au contexte et expérimenter beaucoup. Par contre, faut faire attention à ce que ça devienne pas la foire à tout et n'importe quoi. Et donc le point le plus important pour moi dans un design system, pour nous, ce qui est ressorti des conférences, c'est la documentation. Un design system sans documentation, ça n'existe pas. Tout doit être documenté. C'est la partie la plus lourde, la plus complexe et la plus longue à mettre en place. Mais c'est ce qui va aussi également faire toute la valeur ajoutée du design system et la différence et susciter l'intérêt des utilisateurs. Si on documente bien, si on explique bien pourquoi, les gens seront demandeurs et voudront utiliser le design system, ils seront encore plus demandeurs de nouvelles recommandations. Donc la documentation, tout comme le design system qui est vivant, la documentation doit être vivante et s'adapter en fonction du temps et des évolutions, mais également être adaptée au public qui va utiliser cette documentation. On ne s'adresse pas de la même manière à un content manager, à un designer ou à un développeur. Donc en fonction de la personne qui va utiliser la documentation, il faut s'adapter et adapter le langage. Par exemple, il faut que ce soit également aussi facile à trouver pour la personne qui va l'utiliser. Donc, ce qu'on a eu comme exemple de notre côté, c'était que, par exemple, pour un designer, on va directement mettre la doc dans Figma ou Sketch, alors que pour un développeur, il la trouvera peut-être plus facilement sur GitHub. On lui change pas ses outils, on lui change pas ses habitudes, et du coup, parce que un designer n'a pas besoin d'avoir le code du composant, il va avoir besoin plus du composant lui-même et de la façon dont il doit l'utiliser. Et au contraire, le développeur, en fait, il va recevoir les mock-ups, il n'a pas forcément besoin de savoir pourquoi ces boutons. Par contre, une documentation après qui peut être centralisée, ça peut être bien aussi parce que tout le monde doit pouvoir trouver l'information quand même. Et un autre point important, comme tout produit, en fait, un design system se doit d'être versionné. On peut pas, comme le design system est consommé par plusieurs équipes, plusieurs personnes, on peut pas s'assurer de la rapidité à laquelle les nouvelles versions du design system seront adoptées. Si on fait que d'ajouter des composants, ça va pas être très grave, puisque en fait, si la personne les consomme pas, elle les consomme pas. Par contre, si on vient faire des bug fixes et modifier la façon dont on doit consommer un composant, ou carrément en supprimer, en fait, on peut pas juste pusher en prod comme ça et casser les interfaces des différents produits ou des différents consommateurs. Donc, on doit versionner le système, toujours communiquer quand il y a une nouvelle sortie, expliquer pourquoi, quand et quel composant doit remplacer tel ou tel composant, et laisser le temps donc aux utilisateurs d'adopter les nouvelles versions. Et très important aussi, respecter un versionning qui ait du sens. Donc, comme tout logiciel, tout produit, on peut se baser sur le SemVer. Donc, qui se compose là de 3 digits. Le plus à droite, ça va être ce qui s'incrémente le plus régulièrement, c'est que des bug fixes. Celui du milieu, c'est pour les versions mineures, donc quand on ajoute de nouvelles fonctionnalités. Et celui de gauche, c'est les versions majeures, donc quand on va casser ou supprimer des composants existants ou en place. Et très important, la documentation doit également être versionnée. On doit pouvoir toujours consulter la documentation des design systems, des versions précédentes du design system, puisque comme on n'est pas capable, on ne peut pas maîtriser l'adoption des nouvelles versions, une personne qui est toujours bloquée dans une version doit pouvoir continuer à pouvoir consulter la documentation du design system qui lui. Ok. Est-ce que ça parle un petit peu à des gens qui sont dans la salle de design token?
levez la main pour ceux à qui ça parle. Genre bien haut. Ok, donc à qui ça ne parle pas, c'est un peu tout le reste de la salle. Ouais, ok. Bon, du coup, c'était un hot topic de cette conf. C'est revenu à plusieurs reprises. Et du coup, certains comme Kevin et Richard de Bernados ont expliqué comment du coup ils déclinaient leur design token. Mais pour l'instant, ça veut pas dire grand-chose pour. Voilà, on va en parler. C'est un truc qui est un peu pas forcément évident à adopter, notamment quand tu es dans le côté designer. Je vais faire en sorte de vous l'expliquer. J'ai fait un crash test tout à l'heure et ça a l'air de passer. Donc j'espère que ça marchera avec vous. Grosso modo, c'est un identificateur agnostique qui correspond à un attribut de conception. Ça marche pas trop dans vos cerveaux. Grosso modo, donc, un identificateur, c'est d'avoir une entrée valeur agnostique dans le sens où en fait, il ne faut pas que ce soit propre à une plateforme. Donc, c'est-à-dire, là, c'est un fichier YAML, ça pourrait être un fichier JSON. L'idée, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, nous, par exemple, chez Weekenddesk, on développe pour le web uniquement. Donc, on a des fichiers React, c'est du JS derrière, super. Et donc, on a du CSS ou du SAS. On pourrait faire des design tokens en SAS, par exemple, mais ça serait pas agnostique parce que ce serait que propre à cette plateforme-là. Demain, si on veut sortir notre app iOS, il va falloir qu'on refasse des design tokens à côté pour cette plateforme dédiée. Donc, l'idée, c'est de redescendre d'un niveau sur les fondations, dire, OK, on fait des design tokens qui sont accessibles pour toutes les plateformes sur lesquelles on veut développer. Donc, iOS, Android, web, et puis, je sais pas ce qu'on pourrait avoir d'autre. Et comme ça, du coup, on a cette base saine. Donc, agnostique en ça, identificateur dans le sens où, du coup, on va dire, du coup, là, l'exemple, c'est color weight, donc c'est FF. Donc, on a la key et la valeur. Du coup, la décimale. Et du coup, un attribut de conception, donc c'est une traduction complètement francisée de ce que pourrait être une design property, en fait. C'est-à-dire que ça se décline sur des couleurs, des typos, des spacings, tout ce qui est en fait même en dessous de l'atome quand on part dans une optique atomic design. C'est l'atomic design, ok, super, c'est un atome, du coup ça va être une typo, bon là ça marche. Couleur pareil, c'est vraiment du coup la base fondamentale de ce avec quoi on va pouvoir composer du coup nos composants, nos éléments, etc. Que ça paraît un peu plus clair. Si vous voulez, on peut faire un stop ici et en discuter. Ok, super, ça a l'air d'être clair. N'hésitez pas, hein, franchement, c'est un vrai sujet, les design tokens, c'est vraiment loin d'être évident à expliquer. Oui. Du coup, en gros, c'est des variables SAS, mais pas dans SAS, quoi. C'est ça? Ouais, grosso modo. En fait, tu descends encore un niveau, tu dis que tu vas avoir des variables pour plein de la base de ta brand, finalement, et que tu vas servir, du coup, sur du SAS ou d'autres propriétés de style sur d'autres environnements. Du coup, ça gère des interdépendances. Qu'est-ce qu'on entend par interdépendance? Si en gros, j'ai des spacings qui sont définis, de 1 à 5 comme dans le Strat par exemple, Okay. et que je vais les réutiliser en mode bouton espace de 1, c'est possible. Du coup, dans ton bouton, tu vas appeler justement ce spacing-là, qui est peut-être le niveau 1, spacing genre 1 ou spacing H, je sais pas, et tu vas du coup dire dans ton... ouais, très bon exemple de truc concret, ouais. On veut composer un bouton. Le bouton, du coup, il va y avoir de la couleur pour le background, justement de la type, donc du coup un label, et des spacing, des padding, des margins, etc. Donc effectivement, du coup, on va avoir plusieurs design tokens là-dedans. Donc un design token background color, par exemple, brand 1, brand primary, du coup, qui lui dit un design token qui a peut-être une valeur genre code hexa, genre bleu, tu vois. Ensuite, du coup, sur le spacing color, du coup, on va être sur une grille de 8, donc peut-être le XS. Du coup, pour la type, on va prendre genre, imaginons qu'on a ça pour la type et qu'on a genre, je sais pas, pareil, du coup, XSS, medium, large. Et du coup, sur la font size en tant que telle, du coup, on a attribué 12, 14, 16, 18. Bim, on prend le medium et on appelle ce design token plutôt que d'écrire en dur tout le temps. Ça, c'était pas mal le coup du bouton. Donc voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair du coup? Cool. Ouais, là, il me semble qu'avec les prémices de CSS4, on peut faire ce genre de design token, on peut référencer dans le boot des variables de couleur ou de style de texte. Ok. Nous, on l'expérimente en tout cas et on laisse tomber le less. Ok.
Bah, du coup, Mais après, l'avantage, c'est que ça peut être partagé aussi avec n'importe quel outil de design. Sketch ou Figma, tu peux les emporter, je pense. Et du coup, comme ça, Tu fais ça sur un dessin, tu chouines, en fait, ça change pas trop. et du coup, en fait, dans le code ou dans le design, on utilise les mêmes variables. Et du coup, là, si tu prends sur une techno spécifique, du coup, t'es pas agnostique, donc effectivement, comme on le dit pourra Maxime, tu peux pas le Je pense qu'on pourra à moins de se baser sur redescendre, les YAML ou les JSON à intégrer dans le côté CSS. Et du coup, en concret, donc chez Salesforce, puisque c'est Ginaline qui va chez Salesforce un peu théoriser du coup les design tokens. Donc ça, c'est du coup Lightning Design System, donc le design system de Salesforce. Si on va du coup sur la page design token, on arrive sur cette page-là. J'ai fait une recherche header en haut qui m'a filtré du coup donc les différents design tokens. Les catégories ont été triées, donc en fait il y en a beaucoup plus que ça. Et on arrive du coup, par exemple sur un sizing propre du coup au header, où du coup on a un exemple de 3,125 REM ou 50 pixels, et toujours propre au header, du coup la shadow, qui a du coup ça du coup on les a appliqué du coup dans cette variable là du coup dans du coup le code de la plateforme dédiée, et du coup appliquer cette propriété de style. Voilà, c'est un vrai challenge. Mais si c'est pas clair, franchement n'hésitez pas. Okay, puis on peut en reparler après de toute façon. Ouais, on peut en parler. Franchement, on prend le temps d'en parler, il n'y a aucun problème. Donc voilà les design tokens. Mais du coup, c'est hyper cool. Ça permet vraiment de redescendre vraiment à ce que c'est que la brand, en fait, finalement, du coup, une marque, quoi. C'est genre, du coup, donc X couleur, X type, et en fait, en ça, on la reconnaît. Je sais pas si je vous dis Coca-Cola ou Booking, mais en fait, vous voyez direct, en fait, finalement, design token qui se déguise un petit peu dans votre cerveau. Et c'est à partir de là qu'on peut tout construire. Et la remarque que je me faisais, c'est que finalement ça, par exemple, si on utilise Sketch, on le voit pas forcément parce qu'on va avoir du coup nos symboles qui sont en composants visibles sur la page symbole ou la manière dont on les trie. Néanmoins, du coup, tout ce qui est text style et layer style, on le voit assez moins de les afficher en fait sur une page dédiée, on va pas le voir. Et finalement, c'est là, en utilisant ces éléments-là, qu'on va pouvoir construire des symboles qui auront du sens et donc des composants qui seront du coup qui respecteront en fait le design system qu'on amorce finalement. Et il y a un autre aspect qui est assez intéressant dans la construction d'un design system, c'est l'aspect communication, parce qu'il apparaît un peu à toutes les étapes d'un design system, que ce soit sur la phase en amont jusqu'à la mise en place en fait d'un design system. Je pense que avant en fait de vous lancer dans un design system, je sais pas où vous en êtes chacun, mais que vous soyez au début ou que vous en ayez déjà lancé un, vous avez dû être confronté sur le fait d'évangéliser un peu ce que c'est les design systems et donc de convaincre votre direction, vos collaborateurs là-dessus. Un vrai sujet en soi et qui revenait assez souvent pendant les conférences, comment chacun s'y prenait pour essayer de convaincre la hiérarchie d'investir du temps, d'investir des ressources sur le sujet du design system. Et pour ça, il n'y a pas de gros secret, mais c'est important de le rappeler. Il faut bien avancer des arguments concrets et chiffrés qui vont permettre à ceux, on va dire, qui en dessous, de les convaincre. Donc, n'hésitez pas pour ça, en fait, à tirer vos propres statistiques, mesurer par exemple le temps que vous perdez à refaire 150 fois le même bouton, ou à repenser à chaque fois les mêmes parcours, ou vous pouvez aussi montrer par l'exemple en faisant une démonstration directement pour symboliser en fait le gain que vous pourriez gagner si vous le faisiez avec un design system. Enfin, n'hésitez pas à prêcher la bonne parole en diffusant des articles, en alimentant vos outils de veille sur le sujet pour qu'en fait tout le monde puisse comprendre l'importance des design system et que l'impact et le bénéfice pourraient en retirer. La deuxième phase en fait là-dessus, oui, c'était ça. Ouais. C'est une bonne introduction pour la deuxième phase qui est en fait l'adoption. Là, par exemple, c'est un exemple dans une des conférences de ce qu'ils appellent les compliance check-in, on peut appeler ça aussi les office hours. Et donc, on va dire que c'est des permanences. En fait, du coup,
Tout ça, c'est pour, on va dire, aider aux gens à adopter le design system. Donc là, vous avez déjà passé une première phase pour convaincre qu'il faut se lancer dans un design system. Là, quand vous avez commencé à mettre en place un design system, c'est très important de réussir à embarquer les autres designers avec vous, les autres développeurs aussi, à peu près tout le monde. Mais c'est surtout pour réussir à faire adopter toute cette famille au design system, en fait, il faut vous rendre disponible et il faut vous rendre visible. C'est pour ça qu'on illustrait ça avec les office hours, ces permanences-là, parce que en fonction de la taille de votre projet ou de votre entreprise, vous pouvez soit en fait être disponible à la demande si l'équipe est un peu petite, mais quand il commence à y avoir beaucoup de collaborateurs et beaucoup d'interactions possibles, n'hésitez pas à mettre en place un rituel et un événement régulier, par exemple une fois par semaine, ou tous les jeudis matins, quelque chose comme ça, pour que les gens viennent et vous posent des questions, que vous soyez disponible pour pouvoir y répondre. Les components check-in, c'est à peu près la même chose, sauf qu'en fait, au lieu de juste faire un dialogue question-réponse, en fait, on regardait leurs fichiers et on voyait comment eux, ils avaient utilisé vos symboles, parce que d'une part, ça vous aide, vous, à comprendre comment votre design system est utilisé, et d'autre part, ça vous aide ensuite à les conseiller pour qu'ils utilisent soit mieux le design system, soit que vous preniez en fait en compte le feedback et que vous l'adaptiez. Et du coup, ça montre surtout votre engagement et votre implication là-dedans, et du coup, les gens, ça les encourage à continuer à l'utiliser et à s'impliquer là-dedans. Ce qui est pas mal aussi, c'est toujours dans ce grand esprit de famille, de célébrer les victoires, et donc de ne pas hésiter à rassembler en fait les gens autour d'un apéro, autour d'une sortie ou autre chose. Quand je sais pas, par exemple, on a sorti une nouvelle version, quand il y a des bons retours utilisateurs qui se mettent en place ou quoi. Et là, c'était un exemple avec le Carbon Design System d'IBM, où d'une part, en fait, ils célèbrent les victoires autour de... ils créent des moments pour profiter. Et en fait, surtout, ils ont créé en fait une identité, des valeurs, et ça aide beaucoup à l'adoption parce que au-delà de juste dire c'est le design system d'IBM, en fait, c'est Carbon Design System, il a son nom, il a son logo, il a son identité, et ça aide les gens en fait, à se l'approprier. Donc il faut pas hésiter en fait à créer, on va dire, un personnage ou quelque chose sur lequel les gens peuvent s'identifier dans ce projet. Et le dernier point, c'est la collaboration. Parce que vous n'êtes pas tout seul à faire un design system, même si vous en êtes les garants ou les fondateurs. Donc n'hésitez pas en fait à prendre l'aide qu'on peut vous donner et même à solliciter l'aide ou du moins à l'encourager. Parce que encore une fois, ça va favoriser l'adoption parce que plus les gens en fait vont collaborer et mettre on va dire leurs pattes avec le design system, plus ils continueront à l'utiliser. Il ne faut pas oublier que vous aurez beau faire le meilleur design system du monde, en fait, s'il n'est pas adopté, il va mourir et il ne servira à rien. Donc c'est vraiment très important cet aspect communication et du coup humain pour inciter les gens à faire vivre en fait le design system. Toujours pareil en fonction de la taille de votre projet. Ça peut être très utile de faire des process assez clairs pour aider les gens à se poser les bonnes questions sur les composants, mais aussi à faire des templates de feedback pour faire remonter les erreurs, pour que comme ça en fait ils puissent avoir un modèle clair sur de quelles informations vous avez besoin pour pouvoir corriger un composant avec une capture écran, avec une description, avec un comportement ou quoi. Et comme je disais, encourager les modifications. Donc, un exemple qu'on avait eu, c'était ce schéma qui montrait en fait tous les chemins de réflexion que vous pouvez avoir à les utiliser. Et donc du coup, ça les aidait à se poser ces bonnes questions-là, en se demandant est-ce que c'est un composant qui existe déjà, est-ce qu'il a des codes spécifiques, est-ce que c'est quelque chose que je vais utiliser souvent, etc., etc. Et ça permettait du coup de répondre à leurs questions avec un simple schéma et du coup de s'adresser plus ou moins aux bonnes personnes. Un autre exemple là, c'est un template pour remonter en fait les erreurs qui est directement en fait dans GitHub. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant pour pouvoir inciter les gens à le faire et surtout à les guider étape par étape. Voilà. Ok, du coup donc au final, donc, qu'est-ce que ça nous a apporté? On était très contents d'être à cet événement, c'est vraiment super cool. Il y avait un mec qui fait de la musique avec du JavaScript. Ouais, c'est un petit moment fun de la journée. Au-delà de ça, grosso modo, ça fait prendre du recul sur donc, l'importance des design tokens. Comment du coup revenir vraiment sur vraiment la partie atomique de comment on peut faire un design system. C'est fini sur la bande à définir par la suite. Et aussi vraiment l'approche du coup sur un design system, c'est un produit. Et ça nécessite du coup d'investir du temps, de l'argent et des équipes.
ce qui n'est pas forcément évident dans les contextes d'entreprise. Et du coup, du côté Weekendas, donc on accepte de ne pas avoir ce temps dans les médias pour vraiment mettre le paquet plus tard et itérer en bossant sur notre produit et en commençant du coup l'itération de revamp au fur et à mesure avec le bloc design system inclus là-dedans. Et du coup, continuer à évangéliser en attendant d'arriver à ce stade-là. Et voilà, on avait d'autres idées du coup. Ouais, on n'a pas prévu de faire le putsch pour l'instant. Et toi, je sais pas qui. Ouais, de mon côté, c'est un peu pareil, ça nous a pas mal conforté sur le fait que la façon dont on produit des design systems pour nos clients, pour l'instant, on est plutôt dans la bonne direction. Ce que je retiens pas mal, c'est que là, sur un des projets actuels, c'est que c'est comme c'est encore à petite échelle, j'arrive à gérer des retours, et donc ça va reprendre cette feedback à petite échelle. Donc pour l'instant, j'ai juste fait un channel Slack pour que les gens me disent ça marche pas, etc., etc. Mais là, il commence à y avoir pas mal de monde, et du coup, je me dis que je trouvais ça intéressant, ce côté créer une identité et des process pour que, vu en fait le nombre de gens qui vont arriver sur ce design system dans les prochains mois, en fait, ça soit plus facile pour moi de gérer à la fois l'adoption et les retours. Je voulais ajouter quelque chose aussi. Ah oui, ce qu'on a fait aussi, on va vous envoyer ce support. Et il y a la conférence Design System London qui a mis en ligne toutes les vidéos de chaque speaker dont on vous a fait quelques références. Donc on a retracé en fait tous les différents talks. On a mis le lien de la vidéo à chaque fois. Et quand c'est le cas, on a aussi la presse de chaque speaker. Elles ne sont pas toutes disponibles, mais une grosse majorité sont dispo. Donc comme ça vous permet, si vous voulez aller un peu plus loin sur le sujet, d'approfondir. Et je veux juste sur cette, pour moi, vraiment celle qui m'a marqué, du coup, c'est la deuxième là, de Yali Yuan qui va chez Microsoft. En 5 steps, du coup, elle fait un état de l'art de vraiment ce qu'il y a à faire et des tips vraiment hyper cool, c'est très 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 concret. Siddharth, on l'avait eu en workshop, c'est un mec coolos, développeur, et du coup, c'est intéressant d'avoir sa perspective à lui, parce qu'on est encore ce soir, je pense, une majorité de designers et on manque de développeurs investis sur ces sujets, donc c'est cool d'avoir un peu leur pendant. Kelly et Richard, donc on a mentionné tout à l'heure, du coup, expliquent bien comment eux utilisent les design tokens avec du coup une approche un peu mathématique des déclinaisons, par exemple, de shadow, de color, etc., avec la notion de langage relatif. Je veux quelque chose de plus foncé, je veux quelque chose de plus clair. Ça, ils l'ont intégré du coup dans leur design token et du coup, ça s'approche du langage humain. Ensuite, du coup, Bethany Sunspeld, qui du coup était chez IBM et qu'elle a quitté entre-temps, elle, c'est vraiment cool sur justement, ok, on a construit un design system, les gars, c'est super cool, maintenant il se passe quoi? Et c'est elle qui a justement eu l'approche hyper orientée support, maintenance. Et en fait, qu'est-ce qui se passe sur, voilà, en fait, un design system, c'est pas un produit fini, en fait, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Et quel process on met en place justement pour faire avoir toujours les équipes. Accessibilité, ça m'a pas vraiment marqué, honnêtement. Chez Deliveroo, donc il y avait vraiment l'idée d'aller dans les outils des gens pour vraiment être au cœur de l'usage. Hyper intéressant. Ah ouais, ça c'était Yield aussi, donc ça m'a pas marqué. Honnêtement, c'était quoi les chez Deliveroo? Je m'en rappelle plus. Ah si, c'est GIF. Beaucoup trop de gifs dans cette phase. Non, vraiment. On en reparlera. Mais... Tu regardes à la slide. Ouais. Et du coup, Design System at Scale, c'était laquelle? C'était. Je ne me rappelle plus. Ouais, mais je pense qu'en fait, les plus intéressantes, c'est celles que vous avez. Ouais. Et genre, la première était pas tant. Non, il n'y a pas trop de. Voilà, bon. Moi, j'ai beaucoup aimé Deliveroo. Enfin, toutes les autres, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est vrai que je trouve que ceux qui ont présenté Deliveroo, c'était vraiment très intéressant parce que, après, je pense que ça va prendre avec des pincettes parce que moi, j'aime beaucoup Raphaël, c'était le head of design de Deliveroo. Je pense qu'il est un peu extrémiste sur ses convictions design. Mais parce que c'est assez concret, c'est assez pratique et
il y a un peu, enfin, j'avais bien aimé aussi sa vision de comment ça devrait, enfin, commencer aujourd'hui. Il pense être idéalement un deuxième système. En fait, il reconnaît bien qu'il n'a pas le clé de comment on va y arriver. Mais je trouvais ça intéressant parce que je me suis vachement retrouvé en disant, il fait un très beau schéma dans sa presse en disant, voilà ce que vous avez et voilà en fait ce qu'il faudrait que vous ayez. Et là-dessus, je trouvais ça assez pertinent. D'autant plus qu'ils ont la problématique d'avoir 4 produits déployés sur 4 plateformes. Donc, en fait, le chiffre exponentiel. Entre eux, du coup, le livreur, le restaurateur, le client, la plateforme web, les apps iOS, les apps Android. Et du coup, ça, en termes de design, du coup, ça part partout, en fait. C'était lequel? Deliveroo. Et justement, en fait, par rapport à ça, ce qui était intéressant, c'est qu'il a tout de suite pensé ses composants pour qu'ils soient cross-platform. Et du coup, il n'a pas fait un bouton iOS ou un bouton Android, mais il a fait un bouton qui puisse vraiment s'adapter sur n'importe quelle plateforme et n'importe quel produit. Et c'est en ça que je trouve ça intéressant. Mais après, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi parce qu'il a le luxe d'être dans un produit interne qui contrôle et de pouvoir faire ça, quoi. Ouais, c'était vraiment cool. Et voilà. Donc tout ça, c'est accessible sur leur chaîne YouTube. Un album photo Flickr aussi, si vous voulez voir un peu l'ambiance. C'était cool. Et du coup, si vous avez des questions, on a peut-être des réponses. Oui. Ouais, il n'y a pas de documentation. Est-ce que vous en parlez de la doc? Est-ce qu'on pose accès qui est à la responsabilité de la doc? Je n'ai pas de réponse à ça. Il n'y a pas eu vraiment de réponse claire. Ils n'ont pas trop parlé, mais pour moi, je pense que c'est un mix entre et le designer et le développeur. Pour tout ce qui est guidelines, je pense que ça va être plus côté design. Par contre, alimenter des composants vivants dans un storybook ou autre, ça va être la responsabilité du développeur. Donc, pas le PO. Peut-être en tant que pivot, aussi. ouais. Mais il y avait moins de visibilité sur les profils. Sur ce qui est peut-être ça va dépendre de quelle partie de la doc en fait. Je pense que c'est collaboratif, tout comme le design system. Oui, en fait, ça va dépendre aussi de qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à des designers, il n'y a pas de sens que du coup un développeur le fasse. Et encore une fois, ça revient sur utiliser les outils des gens pour qu'ils soient vraiment dedans. Et en fait, c'est ton public. Tu t'adresses à ton public. Moi, j'ai une question. Ils ont parlé des comités de design system. Tu vois, genre en design system, normalement, tu as une comité, c'est eux qui vont valider les intégrations, les impacts, ce qu'il y a à voir, qui va valoriser tous les impacts et qui vont faire le monitoring. Oui, du coup, c'est les teams design system qui sont dédiés. Donc, comme on disait, c'est au starting, c'est un designer, un développeur minimum qui ont du temps investi dessus. Au meilleur, du coup, ils sont full-time dessus. Et en fait, selon, du coup, comment tu peux staffer tes teams là-dessus, tu fais grossir ton équipe design system. Et effectivement, du coup, comme le disait Jules et Maxime, c'est un peu vertueux. La documentation, on va prendre les gens autonomes. Si elle ne suffit pas, du coup, on va collecter les retours, fixer les bugs, ajouter des nouvelles features pour rendre les gens plus autonomes, et ainsi de suite, quoi. Et du coup, oui, effectivement, tu sers, en fait, ton produit design system sert les autres produits de ton entreprise, et du coup, doit correspondre à des besoins. Il y avait justement la meuf d'IBM, je crois, qui expliquait qu'ils avaient sorti un tableau donc de données, très simple, juste affichage, tag, colonne, ligne. Ils ont dit, on est super contents, les gars, on a fait ce super tableau, allez-y. Et là, en fait, dans le sac, il y a plein de gens qui arrivent. Ok, comment je peux trier par exemple la politique? Ok, comment je peux faire un bouton edit, du coup, dans la dernière colonne? Et ils se sont posés après là-dessus, ils ont itéré, et ils ont dit, ok, voilà, on sort une nouvelle version, et on a intégré ces features. Et c'est comme ça que, du coup, en fait, tu enrichis de composants qui ont du sens, parce qu'en fait, ils ont besoin d'être présents et qu'il y a un vrai besoin. Après, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais moi, je pensais aussi qu'il y avait un truc à faire avec les office hours, dans le sens, enfin, du moins dans le côté permanence, où ce serait bien, je l'avais fait sans que ce soit un système, on a vraiment cet aspect qui réunit plein de profils différents et qui ensemble en fait discute des ajouts, des nouveautés, des évolutions, en gros qui donne le tampon pour dire on y va, quoi. Il faut donner de la visibilité. Faut pas. Et du coup, il y avait aussi un autre truc, c'est soyez humble en quelque sorte et soyez prêts à du coup avoir de l'aide, etc. En le sens où du coup, tu penses détenir une vérité, mais en fait pas du tout. Enfin, c'est vraiment lui qui se sens propre, parce que tu es là pour servir du coup tes utilisateurs et convenir à leurs besoins. Donc effectivement, pas en disant ok, tu veux du rougeage, je veux plus mal. Non. En fait, quel est ton besoin sous-jacent à ça? Comment on peut y répondre ensemble?
et faire évoluer le produit. Donc il y a quand même un rapport d'ownership sur le design system, enfin, un curseur et c'est là où on revient justement à la flexibilité. Tu parlais de future design system, je ne sais plus qui disait ça, un des speakers. Ouais. Vous voyez la vision future. Ouais. Pour eux, c'est quoi la vision future? Sachant que la question est-ce qu'ils ont parlé du l'IA, du machine learning dans un design system? Non, mais alors je vois à peu près à quoi tu fais référence parce que il y a des trucs en cours là-dessus. Lui, il parlait pas trop sur. C'était pas trop son sujet. Et c'était plus en fait, il montrait le constat aujourd'hui où il disait que par exemple, tu avais une librairie de composants génériques qui ensuite était distribuée par plateforme. Donc, en fait, j'essaie de me souvenir du schéma. Non, ça me dit rien. En gros, il disait qu'il fallait aujourd'hui, en fait, tu avais tes composants par plateforme. Et ce que lui, il imaginait, c'était plus qu'on ait en fait une bibliothèque de composants génériques. Ok. Et attends, pardon, j'ai oublié de préciser. Et en fait, ça avait une documentation par plateforme. En gros, c'est en fait, tu avais tes plateformes. Et ce qu'il imaginait, c'est que tu avais tes plateformes et que tu avais tes composants génériques et ta documentation. Alors qu'aujourd'hui, en fait, tout est siloté. Mais ça marche beaucoup mieux sur son schéma. C'est juste, je te demandais s'ils ont parlé. Ouais. Nous, on est en train de tester. Avec l'IA? On a mis des machines learning. On essaie de, en fait, ce que tu veux, c'est qu'on fait des zoning et nos composants sont nommés de la même manière. Ils reconnaissent directement sur le nom du système. Il va le chercher, il fait automatiquement. Mais sauf que c'est bancal parce que l'implémentation elle est target. Ouais. Et le monitoring ne passe pas du tout et du coup. On essaye, on fait des tests, mais. Ouais. Question naïve. À quoi sert cette documentation dont vous parlez? Eh bien. Ok, partons du principe que tu as juste un UI kit. T'es designer, t'es développeur? T'es designer? J'ai jamais fait de design. Ok, pas de souci. Bienvenue à toi. Ok, t'as un UI kit. Donc, du coup, t'as une librairie de composants, des boutons, des inputs, des bouts à Ok, donc du coup, tu vas avoir des cartes pour présenter du coup des formations, des formateurs aussi avec leur petite tête, leur nom, etc. Tout ça, ça va être tes composants. Okay, et tu vas avoir du coup des boutons. Par exemple, une formation, elle va être accessible pendant un temps, mais peut-être qu'elle ne sera plus. Donc, il y a un bouton disable, etc. qui va être actif ou pas. Voilà. L'idée, c'est de se dire, ok, toi, t'es designer, tu arrives du coup dans ta boîte, mais en fait, t'as jamais bossé là-bas, ou bien tu vas onboarder quelqu'un, un nouveau designer qui va arriver pour t'épauler, pour aller encore plus loin dans le design dans ta boîte, ça va être super cool. Va se dire, ok, gars, voilà l'UI kit, et tu peux te retrouver avec un peu un mode YOLO, il va faire composer comme il veut. C'est à la documentation pour dire, ok, ce bouton-là, en fait, sur mobile, on va l'utiliser dans ce cas de figure. Par contre, on ne va pas l'utiliser sur desktop. Partons du principe sur un bouton bloc, par exemple, tu sais, qui est full width pratiquement. Et te dire que voilà, il y a des couleurs du back messaging, par exemple, du rouge pour la validation. La documentation, elle va expliquer ça en fait. Du coup, tu rends les gens autonomes. Tu te bases sur ton expérience pour dire, ok, on a testé ça, on va mettre en place ce système-là. Et tu itères là-dessus sur du coup tes acquis et ton expérience et les tests qui ont été faits pour ça. Et ouais, tu rends les gens pareil pour le dev en fait. Toutes les conventions qu'on peut avoir, que ce soit de l'inventation, de la manière dont on appelle un composant, les propriétés qu'on va lui passer, c'est dire ok, super, ça on peut le faire, ça on peut pas le faire. Et voilà. Ouais. Parce que si ça peut t'aider à protéger entre guillemets dans le sens où tu peux dire que ça a bien été écrit et donc c'est comme ça que ça doit se faire et pas qu'il y ait une trace écrite quelque part pour justifier pourquoi on doit le faire comme ça quoi. Et ça peut changer, ça peut évoluer la dimension, comme un design system ça évolue, ça bouge, c'est vivant, c'est pas quelque chose qu'on va graver. Si au bout de temps en fait, ce que tu as mis en place c'est naze et que ça correspond plus aux usages des usagers, du coup ça change, ok, mais comme le disait du coup Jules dans la partie communication, il faut mettre ça à jour dans la tête des gens, communiquer là-dessus et
et dire que justement, la documentation, elle doit être up-to-date avec le design system. Ça, c'est vraiment... Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui. Deuxième question. Oui. Je ne me rends pas bien compte, tu sais, du coût d'un design system. Quel coût ça a? Et est-ce que ça fait partie des arguments que pour convaincre tes collaborateurs de vraiment investir dans un design system? Oui, je pense qu'il n'y a pas de réponse claire. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, on peut dire que ça coûte cher. On ne peut pas quantifier exactement parce que c'est très différent de l'échelle de ton design system. Le coût, ça va se mesurer de toute façon en ressources, enfin en TGM, quoi, en temps passé là-dessus. Et comme on dit, c'est minimum design, développeur dessus, ça soit final. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a toute cette partie d'évangélisation pour convaincre de débloquer des ressources là-dessus. Mais quand tu es le seul designer de l'équipe, est-ce que tu peux faire les deux choses? Dédier un peu de temps au design system, travailler. Tu peux, mais je pense que c'est bancal et que soit tu vas avancer très lentement, soit tu vas pas avancer comme tu veux. Mais en même temps, tu vas gagner du temps quand même pour le futur. C'est-à-dire que tu vas arrêter de répéter des choses. Donc, du coup, démarrer avec un UI kit, te dire, OK, bon, je fabrique mes boutons, ils ont 5 states, j'en ai 3 différents. OK, super, j'ai mon set. Ensuite, du coup, tu as les différents éléments de ton ta typo aussi, par exemple, la définir, dire, OK, maintenant j'ai mes styles. Et je me conforme à ça. Mon UI, elle va gagner en consistance, elle va gagner en simplicité. Je vais pouvoir refactorer mon design au fur et à mesure pour dire, OK, là, je mets moins de choses. Montrer que ça, en fait, ça a un impact aussi sur, du coup, le process de développement. C'est-à-dire que si, du coup, tu designes 1000 éléments, déjà, le développement et la maintenance liée à ça. Et finalement, du coup, c'est peut-être comme ça que tu vas pouvoir sensibiliser parce que ça impacte toute la chaîne de production. Et d'une certaine manière, tu minimises ton risque de designer, de développeur et d'usage pour du coup, l'utilisateur final. Et comment tu fais? Tu peux le faire toi de ton côté, en fait, c'est une première brique. Je pense qu'on commence tous par du UI-Kit. Nous, aujourd'hui, chez WCANDAS, on en est là aussi. On n'a pas de documentation pour en parler, ni design, ni code. Et le coût, c'est peut-être ce que ça va pas te coûter plus tard, en fait, surtout. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, quantifier du temps, surtout quand on a un startup chez l'annonceur où on n'a pas forcément de timesheet en fait sur ce qu'on fait, c'est peut-être pas évident, mais par contre, tu peux dire, OK, en fait, sur les 3 derniers mois, j'ai designé 5 fois ce truc-là, et en fait, ça a été de l'itération à chaque fois. On a fait des va-et-vient, et finalement, on en est toujours au même point. C'est-à-dire que plus tard, la boîte ne va pas avancer cet argent-là et on va se conformer à être focus sur vraiment des réponses spécifiques. Genre, ce bouton, il marche pas. Qu'est-ce qu'on va actionner pour qu'il marche vraiment? Et genre, l'autre réponse que j'ai envie de te donner, qui est beaucoup plus abstraite, c'est Airbnb, Microsoft, Facebook, IBM, Salesforce le fait. Pourquoi pas nous? Enfin, c'est un peu genre... voilà. Bon, après, ils ont le staff derrière. Mais voilà, enfin, finalement, c'est les ponts de l'industrie et ils donnent cette voie-là. Si en fait ça n'avait pas de sens, on ne le ferait pas. Si c'était pas un investissement qui a du sens. C'est pas obligé de faire de release tous les mois. Non, bien sûr. Une fois par an, peut-être une fois par an, ça me paraît un peu short quand même. Ça dépend comment. Ça dépend ton produit, tu l'avais le cité, ouais. Moi, ça permet d'avoir un curseur et de se dire tous les ans. Puis ça se construit, tu veux pas sortir une V1 tout de suite, quoi. Pour une boîte, dire avec un développeur, ouais. Ça te fait réfléchir, tu veux intervenir sur oui, par rapport à la maturité de la boîte, un design system se crée en moyenne de quel moment? Franchement, aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui est assez global et je sais pas, demain, des gens montent une startup, ils vont vouloir le faire tout de suite parce qu'ils savent l'importance que ça a. Et puis des boîtes comme chez nous, WCANDAS, ça arrive au bout de 10 ans de distance alors que le sujet existe depuis 5 ans. Mais de manière, je veux dire, très, très médiatisée. Ça dépend, peut-être que du coup, il y a encore beaucoup de boîtes en France qui n'en ont pas et c'est justement pourquoi on est là ce soir, c'est justement pour pouvoir propager la bonne parole. Moi, je suis intéressée par votre expérience. Je veux savoir, vous savez combien de temps vous bossez dessus? Vous êtes combien de choses? Vous avez des frustrations? Nous, chez WCANDAS, du coup, c'est un sujet que j'ai amené l'année dernière quand je suis arrivée.
On a commencé à faire notre projet avec cette démarche de rassembler les composants. Ça n'a pas vraiment marché. Ensuite, on est passé sur la deuxième phase du projet et on s'est dit, ouais, ce serait quand même cool qu'on s'y mette. Du coup, l'équipe front a évolué un petit peu et du coup, on s'y est mis un peu plus. Là, aujourd'hui, on a un UI kit design et un UI kit, on va dire, dev. On a un storybook côté dev qu'on galère un petit peu à maintenir parce qu'effectivement, c'est du temps à consacrer là-dessus qui, du coup, empêche de faire avancer le produit en tant que tel, son développement. On arrive à être assez véloce, du coup, en juste se parlant pour dire ok attends là en fait ton truc que t'as designé ça va pas marcher, je vais pas l'intégrer comme ça, ok attends je le mets dans mon côté pour que quand je le réutilise du coup on soit up to date avec ce qui est en prod et aujourd'hui c'est un sujet qui arrive sur la table vraiment sur lequel du coup là aujourd'hui on accepte globalement de pas être design system focus dans la conception de notre produit que quand on va vraiment lancer là on va s'y. Et donc là l'idée ça va être de vraiment mettre tous les personnes concernées autour de la table en disant ok, quel est ton besoin toi en design, quel est ton besoin du coup en développement, aussi du coup dans les services périphériques, CRM, visual merchandising, etc. pour dire ok, maintenant on part tous sur la même longueur d'onde et on va concevoir les éléments qu'il faut. Mais ça c'est dans le futur, c'est pas encore fait. En tout cas c'est là où on veut aller, c'est notre objectif. Et côté Back Elite. Moi c'est un schéma qui est complètement différent parce que du coup, nous, on travaille pour des clients. Là, moi, je travaille depuis cet été, on dire en juin, juillet, je ne sais plus exactement, pour créer des récoltes. Mais on va dire qu'il y a toute une partie qui a été pré-mâchée parce que notre cliente qui nous a dit recommander ce design system, on n'avait pas besoin de la convaincre, donc il n'y avait pas besoin d'évangéliser tout ça. Elle était très convaincue et toute son équipe aussi, toute sa direction était convaincue. Et c'était limite mettait presque la pression pour créer plus vite. Donc ça, c'est plutôt positif. Surtout que du coup, ça nous de valider des ressources et de l'argent facilement. Donc, je travaille encore dessus aujourd'hui à temps plein depuis cet été. Et donc, là, je m'étais fait mon propre versionning en essayant de respecter un peu ce qui avait été présenté là. Aujourd'hui, je suis à la version 4 d'un UI kit. En parallèle, on a lancé il y a un mois, on a embarqué il y a un mois les développeurs pour qu'ils se basent sur ces composants designés pour qu'ils puissent les traduire en code. Mais là, du coup, on va dire c'est un autre département côté Crédit Agricole qui se charge de ça et ça avance pas aussi vite qu'on aimerait. Et du coup, en parallèle, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, j'ai lancé une chaîne Slack, sur leur Slack à eux, pour recueillir tous les feedbacks, pour leur annoncer en fait les nouveautés quand je sortais une nouvelle version, etc., etc. Et on fait aussi pas mal de suivi des nouveaux produits, des nouveaux projets de Crédit Agricole pour voir comment ils utilisent leurs questions, etc. Ça répond à ta question? Ouais. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent de synchroniser? Parce que actuellement, ça veut dire que vous travaillez de l'autre côté et vous interagissez personne sur ton part. En l'état, oui. De notre côté, oui, chez Weekend, c'est le cas. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un truc qui existe encore. Tu as React SketchUp qui te permet de faire du reverse, du coup, mais à côté composant React et les pusher du coup dans Sketch avec de la vraie data. Donc ça correspondrait à un use case où justement côté dev ils font un changement parce que du coup on peut pas le designer l'élément comme on voulait. Et du coup nous au lieu de faire la modif nous-mêmes, on pourrait l'absorber de cette manière-là. Honnêtement, j'ai jamais testé, j'ai pas pris ce temps-là. Après, tu pourrais avoir du framer dans lequel tu peux designer du coup apporter du library composant qui existe déjà en React et faire une espèce de mix des deux. Je sais pas si l'export de fichiers de composants Sketch peut générer du bon React. A priori, non, enfin, tout ce qu'on veut. Oui, enfin, c'est comme tous les outils, quoi. En fait, c'est pas magique, il faut qu'il y ait des humains qui passent derrière. D'autant plus que chaque entreprise a une stack très particulière avec des services particuliers. Pour nous, la Storybook, ça a été assez particulier à mettre en place. Ouais. Parce qu'on a un système qui nous est propre et du coup, un outil générique ne peut pas s'y conformer. Donc, du coup, on a encore du boulot. Encore, c'est cool. Ouais, complètement. complètement.
Mais en tout cas, pour compléter, je pense que je sais qu'il y a quelques outils qui émergent comme Framer ou quoi qui font, on va dire, du design vers le code. Et je pense, à mon avis, c'est pas vraiment. Je pense pas que ça soit la solution. Je pense plutôt que s'il devait y avoir une espèce d'hybride, ce serait plutôt du code vers le design. Parce que c'est toujours dégueulasse quand ça exporte du design vers le code. Et alors que si en fait on part du code, ça génère un composant de ça, à mon avis, ça semble être la voie la plus réelle. D'autres questions? Oui. Est-ce que le design token, c'est que pour les devs ou ça impacte les designers? Je sais pas trop. Enfin, moi, de mon côté, je sais pas trop. Peut-être que, je sais pas si c'est. Tu disais dans DSM, on peut les importer, les design tokens? En fait, si tu veux, c'est que dans le DSM, il n'est pas encore mature. Mais là, tu peux, c'est la ligne de code. Tu prends tes foundations, tu changes la ligne de code de ton foundation, tu le sur sur ton écosystème. Mais après, aujourd'hui, c'est pas encore mature. Ils sont en train de développer une vision, ils sont attaqués sur ça. Et je sais pas si tu te rappelles de Charles, qui a fait la présentation au Meetup d'Audrey. Oui, Tatadab, ouais. Bah, lui, il est en train de développer aussi le design token. Il l'a présenté. Ouais, lui, il est en train de développer une plateforme. Oui. Voilà, c'est la même chose. Mais après, rien n'est mature encore. C'est pas encore. Mais après, je t'avoue que celui de obligé pour avoir testé, ne sont pas encore mature. Nous, on a pas mal de problématiques sur ça. Du coup, générer justement l'import selon un YAML ou un JSON et puis dire que c'est défini pour ça s'applique partout comme des symboles. Pour l'instant, le design token, c'est sûr pour les devs. C'est un lien, entre. Enfin, c'est une charte en fait qu'on définit entre designer et développeur pour dire ok, ma base de spacing, ça va toujours être la même. Moi, je vais appliquer cette base-là. Si tu vois 8, tu sais que c'est XL. Si tu vois 16, tu sais que c'est S. Et du coup, quand tu vas le faire, toi, en développeur, tu vas appeler la bonne variable qui va, donc le design token. Et tu gardes ta consistance comme ça. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est une charte des règles que tu t'auto-appliques en tant que designer, de ce que j'ai observé. Peut-être qu'un plugin Sketch existe pour ça, peut-être qu'ils vont intégrer, je sais pas, d'ici version 55, 56, j'en sais rien. Ça pourrait être génial. Mais ouais, ça n'existe pas en tant que tel. C'est pas une feature d'un outil, quoi. C'est vrai que tu parlais de DSM d'InVision. Enfin, là, je réfléchis, mais pour l'instant, il n'y a que eux qui osent de faire ça. Au des frameworks, je ne l'ai pas testé, je t'avoue, mais je peux entendre dire qu'ils sont en train de sortir aussi. Okay. Donc, il y a ça. Il y a un autre truc qui est en concurrence de DSM, je ne sais pas le nom. Mais je crois que le plus mature aujourd'hui, c'est InVision. Sur les design tokens. Comment? Sur les design tokens. Sur les design tokens. Après, sur le design tokens, pour moi, c'est parce que moi, après, je ne sais pas, parce que moi, j'utilise que InVision, donc je dis CE, mais peut-être qu'il y a d'autres trucs. Là, comme ça, je ne vois pas non plus, donc c'est pour ça. Mais pour te rejoindre, si tu veux, c'est sur le design, avec le design system, ce qui est intéressant, c'est quand tu changes un composant sur ton design, sans sortir de ton design de token, sur ton design, ça changera sur toutes les maquettes que tu as déjà implémentées. Donc, en fait, c'est un clic. Et du coup, sur DSM ou InVision, il me semble que tu es obligé d'à chaque fois réimporter ta ligne de code. Non, je crois qu'elle est connectée. C'est automatiquement. C'est un token, ils font. C'est automatiquement. Mais est-ce que par contre, c'est hyper important de bien définir la nomenclature? Ça c'est la base du design token. La base est après avoir le même. Quand tu changes toi, c'est que ça change automatiquement l'autre côté, tu vois. Après, un design token, l'avantage pour moi, je le vois comme ça, c'est que le dev n'a pas besoin de passer la main sur les foundations. Si on change nous, le designer à la main, tu changes, le design token, ça change partout. Mais voilà quoi. Mais toi, est-ce que tu avais dit à un moment, tu penses qu'aujourd'hui, le design, tu disais que de faire du développement et faire du design, tu penses que c'est la vision future, ce que tu as dit, c'est ça? Là, en répondant à la question tout à l'heure. Ouais, enfin, je disais juste que je parlais pour répondre sur les outils, parce qu'en fait, on parle de framework, où tu peux designer des composants qui génèrent du code, et qui n'est jamais très propre. Alors qu'en fait, si on partait de composants qui sont déjà codés, qui puissent générer des composants design, je trouverais ça plus logique. Et du coup, tu ne penses pas que les designers perdent la main? Le métier de designer, on est en train de perdre, donc designer. Non, peut-être aussi que les designers vont évoluer vers du code. C'est mieux si les outils qui se font mieux code. Oui, aussi. Ouais. C'est toujours plus simple de changer des bordures, changer de visuel avec un visuel, changer de visuel avec du texte. Ouais, c'est vrai. En tout cas, ok, bon, les pizzas, je crois, sont arrivés. Donc, si vous souhaitez. Ah, encore une question. Est-ce que vous avez des tips sur les nomenclatures de. La sémantique?
Ouais, c'est un vrai sujet. Ouais, c'est un vrai sujet. Oh là là. Complètement. De mon expérience, moi, je ne veux pas conseiller pour l'instant. Est-ce que tu as la même nomenclature pour les développeurs pour le... Ça, Si, ouais. la C'est ce qui est le plus recommandé. Ouais. On essaie. Et c'est là où, du coup, il y a des frictions. Mais pour être les mains dedans, là, on est en train d'essayer de clarifier ça avec un process. Et en fait, on a réfléchi, mais je dis pas que c'est la solution. Je dis juste qu'on expérimente là-dessus pour essayer de créer, on va dire, une espèce de gabarit de nomenclature. Et on se disait que peut-être parce que je pense qu'il y a comme pour les design systems, il y a pas une nomenclature parfaite qui est applicable, parce que chaque nomenclature, chaque design system est unique, on va dire. Mais je pense que par exemple, on peut se dire qu'avec des règles comme si tu as moins de 15 composants, ta nomenclature elle sera plus claire de cette façon. Si tu as moins, tu dois donner tout ça. Mais après, j'ai pas le détail exact de comment tu dois nommer les trucs, mais on travaille là-dessus en se disant que avec ces espèces d'échelles, peut-être qu'il faut faire tant de niveaux dans tes composants et que du coup, est-ce que tu mets par exemple tous tes éléments de navigation dans un onglet navigation ou est-ce que tu les sors tous et tu mets header, footer, etc. Mais ça, je pense que ça dépend du nombre de composants que tu as dans ton design system. D'où l'importance de faire un... Vous avez des noms sur les couleurs, par exemple, ouais. Orange, vert, ouais, mais ça, je pense que c'est utile pour les design tokens. C'est mieux qu'un... ouais. 0,0 point. Ah oui, il faut le rendre humain. Oui, il faut que les humains comprennent. Il faut que les designers les aiment. Et d'autant plus, parce que moi j'ai un peu le même problème, c'est que quand en fait tu as une couleur qui va soit évoluer, soit peut être déclinée par marché, il vaut mieux l'appeler par exemple primary plutôt que blue, parce qu'elle peut être blue sur un produit et rose sur un autre. Alors que si tu sais que sur ce marché c'est bleu et bien sur l'autre marché ça sera rose, pour tout le monde c'est la couleur primaire. Donc c'est bien d'avoir un nom générique. Tu gères plusieurs. Ouais. Il y a 4 marchés différents. Ouais. On avance sur quelqu'un un petit peu. Peut-être une dernière question et après on peut communiquer tous ensemble. C'est en communication aussi. Ah, oh. Du coup, tu peux être versionné. Lui qui se versionne, mais par quel moyen? En mettant sur GitHub, en versionnant la manière des devs, il y a des versions, des branches séparées. Alors, moi, je réponds. Enfin, je pense pas qu'il y ait de bonnes pratiques là-dessus qui ressortaient dans les conférences. Moi, ce que je fais, c'est que dans les UI-Kit, je fais une page mise à jour, enfin, comme tu l'appelles comme tu veux, où je décris en fait les mises à jour. Moi, je mets tous mes fichiers Sketch sur le Sketchcloud, où dedans, pareil, tu peux avoir une partie commentaire, où tu peux préciser en fait ce que tu veux. Enfin, tu peux mettre les versions. Et enfin, après, moi, je parlais du chat parce que j'ai mais après, c'est une plateforme, on peut parler des DSM, mais ça peut être autre chose. On va tester aussi Zero 8 et voir si une plateforme sur mesure. N'hésite pas aussi à remettre des changements là-dessus pour le versionning et du coup à mettre les liens à chaque fois des précédentes versions. Peut-être qu'il y a un truc à prendre en compte, c'est que l'UIKit doit être dans la même version que le système global. Et du coup, si tu as une doc qui est 5.2 et un UIKit qui est à 4.8, il y a un petit stress peut-être pour les gens. Tu vois, juste au sens, genre, je suis l'utilisatrice de ça. Ok, je trouve pas le UIKit en référence avec la documentation ou pas. Et voilà, c'est tout. Ok, merci. Ouais, si vous voulez, on peut continuer à discuter tous ensemble. Si, il y a des gens qui vont faire une pause clope. Genre maintenant, on est donc, les bâtiments sont, on peut plus remonter, donc on a 2 badges 24-24, donc moi et mon ami Tim là-bas. Donc il y a des fumeurs qui veulent faire un break maintenant. Vous pouvez venir. Sinon, si vous avez fait très faim, allez sur les pizzas, il y aura aucun problème. Merci. Merci.